Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Ici, la vraie puissance ne se mesurait plus au nombre de chars, mais à la capacité d'un pays à se rendre irrésistible. Mon invité ce soir est auteur, conférencier et consultant. Son dernier essai, Soft Power, l'arme invisible qui redessine la puissance mondiale. Un livre qui cartographie pays par pays les stratégies d'influence, celles qui redessinent le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y explore comment l'Afrique doit redéfinir les règles du jeu mondial par la culture, l'économie et le sport. On y retrouve un Maroc qui rayonne, une Afrique qui s'affirme. Conférencier, donc fin analyste aussi et spécialiste du réseautage, il a également coécrit avec Tony Jazz Comment créer un réseau à partir de zéro. Khalid Bousrib, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc on va parler de ce dernier livre que vous avez écrit qui fait suite justement à Comment créer un réseau à partir de zéro, une suite logique. Peut-être. Oui, la continuité en fait, parce que je me suis aperçu dans mes activités où j'accompagne différents acteurs économiques et institutionnels dans leur développement, notamment sur le continent africain. Je le fais à partir de mon réseau et je me suis aperçu qu'en tant que Marocain, on avait une carte exceptionnelle à jouer justement dans la présentation de ce réseau. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que culturellement, au-delà de nos investissements économiques, structurels ou de la présence de nos banques, nous sommes connus dans le monde entier et encore plus en Afrique. Quel que soit où on va. Exactement. C'est une très bonne chose. En tout cas, vous expliquez, ou quand on parle de soft power, on parle de la capacité à raconter une histoire, son histoire. Aujourd'hui, quelle est l'histoire que le Sud global doit raconter selon vous ? L'histoire que le Sud global doit raconter, c'est qu'aujourd'hui, il doit devenir acteur justement de ce film du soft power mondial. Le soft power est en opposition bien sûr au hard power. Hard power, c'est lorsque j'impose par la force, par la puissance militaire, parfois un peu par une économie un peu forcée, que j'impose une forme de domination. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore en mesure de le faire, mais est en mesure de le faire de façon indirecte, parce que on sait que toute la stratégie économique mondiale, notamment si on va vers le développement, tout ce qui va être développement durable, les batteries, les smartphones ou bien l'intelligence artificielle, ça ne peut pas se faire sans l'Afrique. Donc l'Afrique a son mot à dire et elle doit le dire de la meilleure façon. L'Afrique a son mot à dire justement dans ce titre, Soft Power, l'arme invisible qui redessine la puissance mondiale. Vous parlez de la possibilité finalement de remplacer la puissance militaire par une puissance bien plus douce. Oui, bien plus douce et bien plus subtile, puisque si je prends encore une fois, je prends l'exemple qui nous parle aujourd'hui, puisque on a eu notamment un colloque il n'y a pas longtemps du Maroc de l'intelligence artificielle de 2030. Il y a la partie exploitation et puis il y a la partie aussi construction et production. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune tablette dans le monde, aucun téléphone, aucune batterie automobile qui ne peut se faire sans les minerais africains. Donc d'abord, il y a la partie richesse géologique que vous avez, comment vous la valorisez. Et ensuite, il y a la partie transformation. Si je prends l'exemple du Maroc, on est le premier pays africain qui va transformer ou concevoir des batteries pour les véhicules électriques. Nous sommes les premiers à le faire, à défaut de pouvoir exploiter une partie des minerais que nous n'avons pas. Mais vous avez d'autres pays en Afrique, j'en parle dans la suite du livre, et je pense qu'on viendra encore à en parler, comme la République démocratique du Congo, qui, elle, possède quasiment 70% des minerais qui sont nécessaires à la fabrication de ces mêmes batteries, des smartphones et des tablettes. Quand vous parlez de la République démocratique du Congo, c'est votre coup de cœur, vous en parlez comme le phénix africain et comme la clé du 21e siècle. Quel potentiel justement décelez-vous pour ce pays ? Alors je fais un parallèle avec... Jacques Attali avait écrit un livre sur la Chine il y a une vingtaine d'années qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera ». Et moi je reste persuadé que le Congo c'est un géant endormi, en devenir. D'ailleurs, on le voit parce que les convoitises internationales sont orientées vers le Congo. On n'en parle pas beaucoup, mais si je prends l'exemple de la Chine, elle a augmenté en une année de 394% ses investissements en République démocratique du Congo. Au premier semestre 2025, elle est à 39 milliards d'investissements. Vous avez la Chine qui est présente, les États-Unis qui, par un processus de paix entre le Rwanda et la RDC veulent aussi intervenir dans ce processus-là. Le Canada est présent depuis une trentaine d'années aussi au Congo. Alors c'est un soft power très discret qui se fait sans les armes, mais tout le monde y est parce que les réserves mondiales de minerais sont là-bas. Alors on connaît tous les appétences pour le pétrole, mais le pétrole, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'acteur incontournable qui, selon moi, profite aujourd'hui d'une belle embellie en matière justement de soft power, parce que son image s'est améliorée. Et d'ailleurs,
le soft power parfois bénéficie à d'autres. Si je prends l'exemple de la CAN, nous avons vu le supporter qui incarnait Lumumba, qui s'exhibait dans les tribunes, il est de la République démocratique du Congo. Donc indirectement, par notre soft power, on a mis en lumière un pays qui aujourd'hui a besoin de visibilité justement parce que c'est un acteur incontournable de l'économie du futur. En tout cas, le futur du monde est en Afrique. Il est en Afrique. Le Maroc aussi est au cœur de votre livre, naturellement. Pourquoi le considérez-vous comme un modèle stratégique qu'il faut absolument suivre ? Parce que pour moi, c'est l'exemplarité même dans toutes les composantes qui composent le soft power. Le soft power a été défini par un politologue américain de Harvard qui s'appelle Joseph Nye, alors qu'il le définit, vous avez 3 piliers. Vous avez la culture, la philosophie ou la politique intérieure et la politique étrangère. Aujourd'hui, le Maroc est exemplaire dans ce sens. D'abord, il est à peu près présent dans tous les processus de paix internationaux. Nous avons notre ambassadeur aux Nations Unies qui a été élu président, justement, Nasser Bourita qui a été le premier à signer justement la participation du Maroc à cette nouvelle cellule de paix qui a été pilotée par Donald Trump. Nous avons une tradition diplomatique marocaine. Je ne vais pas rappeler que nous sommes le pays à avoir reconnu en premier les États-Unis d'Amérique. Nous avons une tradition d'ambassadeurs et de diplomates depuis la cour de Louis XVI. Et au-delà de ça, c'est que culturellement, on sait s'exporter. On sait exporter notre musique, on sait exporter notre cuisine, mais on sait exporter aussi notre puissance militaire depuis toujours, de façon très discrète. On ne le sait pas, mais le Maroc intervient toujours sur les conflits armés, que ce soit en support logistique ou juste par la présence militaire. Donc on s'aperçoit quand on voyage réellement, et surtout en Afrique, qu'on bénéficie d'une image qui nous facilite le business, qui nous facilite la politique, et cette image, c'est l'image du Maroc. Au niveau mondial, justement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la stratégie du Maroc ? D'abord sur le continent africain, on est assez présent, de nombreux investissements qui sont mobilisés dans divers secteurs, au niveau bancaire, il y a l'OCP qui est également présente. Au niveau des réseaux télécoms, il y a le Mondial 2030 qui arrive, il y a la CAN 2025 qui vient de se terminer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie Maroc aujourd'hui ? Eh bien, elle fonctionne et il faut saluer la vision de Sa Majesté parce que ce sont des fruits que l'on récolte après 20 ans d'investissement. Que ce soit pour le foot ou pour l'aéronautique. Aujourd'hui, tout le monde le sait qu'il n'y a pas un avion qui vole dans le monde sans une pièce marocaine. Et ça, c'est quand même une réussite. Et on est passé du vissage de boulons à l'assemblage, à la production de pièces dans l'aéronautique, qui est quand même le summum de l'excellence industrielle. Donc on est déjà présent par notre savoir-faire, on est présent par notre culture. J'ai la chance de voyager beaucoup. Je n'ai pas fait un pays où on ne connaît pas la culture marocaine, où on ne nous parle pas de notre cuisine, de l'hospitalité, du tourisme, de l'artisanat marocain. Et puis ensuite, depuis aussi la Coupe du Monde au Qatar et maintenant avec la CAN, eh bien on a la diplomatie sportive qui porte aussi notre pays. Et en fait, ce qui fait ce fameux soft power, c'est la combinaison de tous les atouts d'un pays pour faire parler de lui de façon directe ou indirecte et avec des retombées économiques ou diplomatiques sur le pays. En tout cas, vous consacrez toute une partie de votre livre aussi aux femmes, à des femmes discrètes, mais une thèse aussi sur la puissance de l'ombre. Donc vous parlez des femmes comme une puissance de l'ombre. Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve dommage qu'il y ait des statistiques dont on ne parle pas, parce que lorsqu'on sort de la partie économique, on a l'impression que ça impressionne moins. Mais une statistique très intéressante qui m'apparaît importante, surtout dans cette période mondiale un peu triste en matière de conflit, c'est que la plupart des accords de paix où les femmes ont été à l'initiative ou médiatrice principale de ces accords de paix, 35% de ces accords qui durent plus de 15 ans sont pilotés par des femmes. Donc je pense que on ne donne pas assez de lumière justement à ces femmes, c'est pour ça que j'explique qu'elles sont dans l'ombre, et que peut-être qu'il y a différentes scènes de conflit ou peut-être des résolutions qui devraient être un peu plus souvent portées par des femmes. On l'espère en tout cas. En tout cas, vous désignez un certain nombre de pays comme le Qatar, comme Dubaï, comme le Canada, mais vous parlez d'un certain nombre de pays, la Chine, la Russie, donc vous revenez un petit peu sur la cartographie du monde et sur les influences qu'il y a aujourd'hui. Donc certains pays, comme je le disais, comme le Canada, le Qatar et Dubaï, qui sont des acteurs discrets et qui finalement sont en train de tirer leur épingle du jeu en termes de géostratégie, de géopolitique, de géoéconomie.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce qui est intéressant, puissance discrète également, oui, finalement. Discrète et qui prennent de plus en plus de place. Il y a eu le colloque de Davos donc, qui s'est passé la semaine dernière, et le discours qui a le plus marqué Davos, c'était le discours du Premier ministre canadien, qui est un peu chahuté en ce moment par les États-Unis, avec l'appétit américain qu'on connaît, et qui a invité les nations à faire un peu cavalier seul ou à créer un nouveau front. Et pourquoi le Canada peut se permettre de faire ça? On oublie de le rappeler, mais si je rappelle l'actualité du Venezuela ces derniers mois, le Venezuela a les premières réserves de pétrole, l'Arabie Saoudite les deuxièmes, et les troisièmes, ce sont les Canadiens. Et au-delà de ça, puisqu'on parlait minerais stratégiques tout à l'heure, les plus grandes entreprises minières au monde sont canadiennes. Donc vous avez là une puissance discrète mais incontournable sur l'échiquier international, et puis dans un autre registre, puisque comme je vous le disais, chaque pays doit se servir de ses différents atouts pour faire parler de lui. Le Qatar est un très bon exemple, puisque aujourd'hui vous avez ce petit émirat qui fait parler de lui, et il l'a fait d'une différente façon. Il a acheté un club de foot, il a investi dans l'hôtellerie à Paris. Paris, c'est la place numéro 1 en termes de... quand vous regardez les classements du soft power, Paris est numéro 1 depuis plusieurs années, grâce à son tourisme, c'est 100 millions de tourisme par an. Le Qatar a investi dans Paris et bénéficie aussi du rayonnement parisien. Donc chaque pays, en fonction de ses atouts, parfois un peu limités, comme cet exemple que je viens de vous donner, doivent mettre l'énergie qu'il faut pour faire justement parler d'eux et après bénéficier de différentes retombées. En tout cas, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux dirigeants africains qui veulent construire, on va dire, leur soft power? Eh bien, ce qu'il manque aujourd'hui à l'Afrique, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants africains prennent conscience de leur importance dans les différentes chaînes de valeur internationales. Ils ont pris conscience aussi de l'intérêt d'investir dans le soft power, parfois aussi pour infléchir des décisions politiques aux Nations Unies, par exemple, ou dans différents conseils de sécurité. Et pour cela, il faut être capable de montrer qu'on pèse aussi économiquement. Et le prochain levier économique qui fera de l'Afrique les nouveaux Eldorado de façon un peu plus complète, c'est l'industrie, c'est la transformation. C'est l'industrie de transformation. Le co-développement aussi? Le co-développement, alors il se fait par l'éducation. Vous avez aussi aujourd'hui beaucoup de grandes nations ou pas. Vous avez la Turquie qui investit, vous avez le Maroc qui s'exporte avec l'UM6P. Aujourd'hui, on sait qu'investir dans l'éducation dans les pays, c'est faire parler de soi aussi, mais c'est aussi former la jeunesse du pays à adhérer aux valeurs d'une autre, par exemple. Vous avez beaucoup de militaires qui sont formés aux académies royales marocaines qui aujourd'hui dirigent des pays en Afrique. Donc ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui, c'est d'une manière générale, parce qu'il y a des Afriques dans l'Afrique, c'est 54 pays quand même. Alors il y a la sphère un peu plus française et la sphère anglophone, c'est maîtriser son industrie de transformation, former sa jeunesse et peser un peu plus sur l'échiquier mondial. Allez, non, c'est donc... coproduction, co-développement, cofinancement, un continent qui soit uni et fort aujourd'hui pour qu'il puisse parler d'une seule et même voix. Et indivisible. Exactement. Indivisible, absolument. L'Afrique est souvent consommatrice de soft power étrangers, notamment émanant de Chine, de Turquie, des États-Unis également. Comment peut-elle créer sa propre bulle d'influence aussi? Et avant tout, j'imagine qu'il faut passer par un continent qui soit uni pour pouvoir avoir une seule influence. Tout à fait. Alors, il y a des pays qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur un secteur qui était jusque-là prisé des Américains. Hollywood, c'est 20 milliards de dollars d'investissement dans la communication et dans les films chaque année. Vous avez le Nigeria aujourd'hui, qui, de par ses séries, qui passent notamment sur Netflix, a compris que par le Nigeria et l'Afrique du Sud, que par l'industrie du cinéma, on pouvait être amené à changer de regard sur le pays. Si je devais caricaturer, si on remonte 20 ans avant, vous regardez les films hollywoodiens, l'Afrique c'est toujours la même chose, c'est des ruines, ce sont des terroristes, c'est des gens qui ne savent pas s'organiser et travailler. Aujourd'hui, vous n'avez pas un pays qui ne soit pas connecté à Internet, à la fibre optique ou bien à la 5G, et vous avez des pays donc... je vous prenais l'exemple du Nigeria, mais il y en a d'autres, et l'Afrique du Sud, le Maroc évidemment, qui savent aujourd'hui qu'on ne peut pas rester uniquement sur le terrain du minerai. La transformation, bien sûr, est nécessaire, mais la diplomatie culturelle est également très importante pour promouvoir soi-même les valeurs de son pays, pour éviter que d'autres en parlent beaucoup plus mal. Merci à vous, Khalid Bourseba. En tout cas, au plaisir de vous lire. On a hâte que votre livre paraisse. C'est très bientôt. C'est pour une dizaine de jours, je pense. Exactement. C'est pour la fin du mois et je viendrai vous l'offrir avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Je vous lirai également avec beaucoup de plaisir. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes auteur, conférencier, consultant. Merci. Merci à vous.